Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Plaisir. Bonsoir Alain Plaisir. Bonsoir M. Planté. Président du CIPA. Que vous inspire le mouvement social en Guyane? Je pense que c'est un mouvement nécessaire, oui, parce que la Guyane a beaucoup de retard. On pourrait même dire que c'est un pays sous-développé, alors que c'est un pays qui a un énorme potentiel. Donc il est normal qu'à un moment donné, il y ait une explosion. Et là, personne ne s'y attendait réellement. Ça explose pendant la campagne présidentielle, mais c'est un mouvement qui est tout à fait légitime. Oui. 2,5 milliards d'euros réclamés par le collectif. Ça vous paraît cohérent? C'est une demande... 2 milliards. 2 milliards et demi d'euros, oui. Oui, étant donné le retard accumulé, parce que je rappelle que la Guyane, c'est le département le plus pauvre de France, juste après la Guadeloupe. Alors que c'est un département, on pourrait dire un pays, qui a un énorme potentiel. Donc, il faut de l'argent pour les établissements scolaires, il faut de l'argent pour la santé, il faut des moyens pour les infrastructures. Donc, 2 milliards, c'est pas grand-chose. 2 milliards, c'est 2 fois le budget, un peu moins de 2 fois le budget de la région et du département. Donc, vous dites 1 milliard, c'est rien? 1 milliard, c'est rien. Ouais. 1 milliard, c'est rien. 1 milliard, c'est le budget du conseil départemental actuellement. Oui. Alors, peut-on faire un parallèle entre le mouvement social actuel en Guyane et celui de 2009 en Guadeloupe? Bonne question qui mérite un large développement. Donc, je crois que la différence, c'est que le mouvement social en Guadeloupe, comme vous le dites, c'est un mouvement social, et il y avait comme fer de lance les syndicats. Les syndicats, et comme c'était les syndicats, il y avait des revendications, notamment des revendications salariales. Là, c'est un mouvement du peuple guyanais qui réclame la sécurité, qui réclame des problèmes de santé publique, des problèmes de scolaire. Quand même un autre statut. Qui demande maintenant un autre statut. Justement, mais c'est peut-être ce qui a manqué à la Guadeloupe en 2009, parce qu'il faut aboutir à un changement de statut. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe en Guyane? C'est, on pourrait dire, le pillage du tiers-monde. Il y a quelqu'un qui a écrit il y a quelques années le pillage du tiers-monde. On se rend compte que ce pays-là a d'énormes potentiels, des richesses minières, pétrolières, bauxite, et ce pays-là a encore 25% de chômage. Donc, ils ont posé des questions de statut. Nous, on a posé des questions de revendication, mais on n'a pas été jusqu'au bout pour faire comme en Tunisie et dégager, quoi. Dégage. À un moment donné, il faut changer les structures. Et changer les structures, c'est changer les statuts juridiques. La différence aussi par rapport à 2009 en Guadeloupe, c'est que le patronat s'est engagé également dans le mouvement social en Guyane. Oui, tout à fait. Au début. Le patronat, ce qu'ils appellent le MEDEF, le MEDEF, les socioprofessionnels, c'est-à-dire les artisans, enfin un peu tout le monde. Alors que cette situation n'est pas possible en Guadeloupe, ne peut pas se reproduire en Guadeloupe, non? Les rapports sont différents selon vous? Oui, les rapports sont différents. Les rapports sont différents parce que le syndicalisme a une autre histoire ici, le patronat a une autre histoire, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir convergence. C'est-à-dire le patronat peut se retrouver des revendications si on ne met pas en avant que des revendications salariales. Il faut mettre des revendications où le patronat se retrouve. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, et ils sont concurrencés par des productions extérieures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants, des hauts représentants du MEDEF Guadeloupe. Et je sais que sur certaines revendications, la possibilité de défendre une production guadeloupéenne, il y en a qui sont d'accord avec ça. Est-ce que justement ce mouvement en Guyane peut entraîner une sorte de contagion dans les autres départements d'outre-mer, en Guadeloupe par exemple? Tout à fait. Oui, c'est souvent comme ça que ça se produit. C'est-à-dire que les gens réfléchissent. C'est quand il y a un mouvement social et que les gens se posent des questions. Or, la question, on a vu qu'au départ, en Guyane, ils ont posé des problèmes de sécurité, de santé, des problèmes scolaires. Mais à un moment donné, ils voient qu'il y a une impasse. Et comme il y a une impasse, ils posent la question du changement de statut. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui en Guadeloupe pour relancer un mouvement social? Relancer le mouvement social, je ne sais pas, parce qu'on n'appuie pas sur un bouton, mais les conditions économiques, sociales font que à n'importe quel moment, il peut y avoir une explosion. Moi, je parle de relations aussi, des rapports entre les organisations syndicales ou non syndicales. Oui, je sais. Mais si vous voulez, quelque chose s'est cassé depuis 2009. Il ne faut pas refaire ce qu'on a fait en 2009. C'est-à-dire que si on refait exactement pareil, les résultats seront les mêmes. Donc cela veut dire qu'il faut poser
en plus des revendications, pour régler un certain nombre de problèmes, il faut poser les rapports avec la France et l'Europe. D'accord, mais imaginons par exemple que le gouvernement accepte ces 2,5 milliards d'euros demandés par le collectif. Les autres départements peuvent se dire, et nous? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, vous verrez que parmi les gens qui manifestent, il y a également les élus. Oui. Alors, en 2009, les élus étaient plutôt contre le mouvement. Oui. Donc, si c'est une question d'argent, je pense que les élus d'autres catégories vont se mettre dans l'action. Donc, mais l'histoire ne se répète pas. Elle ne peut pas se répéter de la même manière, en tout cas. Alors, ce mouvement tombe en pleine campagne présidentielle. Quelle est la position du CIPA pour cette présidentielle 2017? Est-ce que parmi les 11 candidats, vous allez soutenir un candidat ou pas? Ben écoutez, nous allons prendre la décision mercredi. On va vous donner l'information. À vrai dire, aucun grand candidat ne nous plaît pas vraiment, parce que pour des raisons diverses. Aucun grand candidat. Donc parmi les petits candidats, il y en a qui vont... Non, mais on a une sympathie pour tout, parce que bon, c'est quand même un travailleur qui n'est pas corrompu, qui défend simplement les intérêts des gens de sa catégorie. Oui. Bon, mais c'est vrai qu'il n'a aucune chance. Bon, il faut être réaliste. Après, il faut écarter l'extrême droite, évidemment. Nathalie Arthaud, par exemple. Oui, c'est aussi un peu pareil, c'est les organisations trotskistes. Mais il faut écarter l'extrême droite, il faut écarter la droite. Oui. Il reste après, le choix, ce serait ou Hamon, ou Mélenchon, ou Bulletin Blanc. Oui. Donc nous, on va décider. Vous êtes encore dans la réflexion. Tout à fait. Concernant, justement, revenons sur l'actualité chez nous avec la taxe carburant qui a créé une sorte de polémique entre le conseil départemental et le conseil régional. Vous, comment analysez-vous cette situation entre deux exécutifs qui ne s'entendent pas sur un sujet aussi important? On a le sentiment qu'il n'y a pas eu de communication. Non, mais je dirais, ça ressemble même à un cancan, quoi. Si on prend notre langage à nous, c'est un cancan. Bon, il y a une taxe... La région avait raison ou pas de ponctionner un peu de trait je ne peux pas dire que la région avait tort ou a raison. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la région a une compétence pour répartir, pour fixer les taux et pour répartir. Oui. Donc, quand vous détenez l'argent, vous avez tendance à faire ce que vous voulez avec l'argent. Bon. Donc, il n'y a aucun texte qui l'empêche à la région de répartir. Il faut juste une concertation, une communication entre les deux. Il faut une communication et il faut peut-être faire ça par étapes. Oui. Parce que de seul coup, faire passer la part du conseil départemental de 23% à 10%, un peu moins de 10%, ça crée un problème pour le budget. Donc, il a fallu annoncer la couleur et peut-être dire en 2017, on va baisser, en 2018, jusqu'à ce qu'on arrive. Moi, la méthode n'est peut-être pas la bonne, quoi. Oui. Vous êtes un homme de dossier, on le sait aussi pas, vous travaillez beaucoup, notamment sur le dossier Albioma. On a le sentiment, vous savez, c'est le soufflet est retombé après l'agitation médiatique. Où en est le dossier concrètement? Oui. Non, le dossier n'est pas retenu puisque la ministre, Ségolène Royal, a dit, bon, réfléchissez, on verra ça dans 10 mois. Bon, vous soutenez Marie-Zette Zol dans ce dossier ou pas? Tout à fait, tout à fait, pour au moins 2 raisons. Premièrement, c'est la première fois qu'on voit une élue en l'occurrence, mais enfin les élus de Marie-Galante, s'opposer au pouvoir central et s'opposer aux multinationales. Donc c'est une première chose, c'est nouveau. Et la deuxième chose, c'est que le projet d'Albioma n'est pas un beau projet. Albioma, c'est mettre en place une usine qui fonctionne à partir de la bagasse, mais surtout de la biomasse. Or, la biomasse, c'est du bois qu'on brûle. Donc, quand on brûle du bois, effet de serre, particules fines, et donc on est en train de... Donc, les élus ont raison de continuer de garder leur position, les élus margalantais. Tout à fait. Et on apporte notre soutien très rapidement, très tôt. D'ailleurs, moi, j'ai participé à une conférence samedi à Basse-Terre, où j'ai pris la parole en tant que quelqu'un qui pose le problème. Pas simplement le projet de Mme Metzol, ce n'est pas non plus le meilleur projet du monde. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on développe des énergies renouvelables, c'est-à-dire à base le soleil, l'éolienne et l'énergie des mers. Toute dernière question, répondez-moi rapidement sur les élections législatives. Est-ce que vous serez engagé dans la bataille législative? Probablement, nous allons soutenir quelques candidats qui sont proches de nos idées et qui ont engagé la discussion avec nous et peut-être qu'ils vont intégrer dans leur programme ce que nous, on propose depuis quelques temps déjà. Parfait. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Merci, Alain Plaisir, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée. À demain.